Le président Omar El-Béchir, candidat à sa propre succession pour les élections présidentielles de la semaine prochaine, cultive sa popularité. En Centrafrique, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès se met en ordre de bataille, des dispositions prises pour les joutes électorales à venir. Manuel Valls, le Premier ministre français, a assuré jeudi que les relations entre Rabat avaient repris leur cours normal, ceci après une crise diplomatique de près d'un an entre les deux États. Cette édition, bienvenue à toutes et à tous. Au moins 31 morts et 9 blessés, c'est le bilan d'une collision frontale qui a eu lieu ce vendredi entre un bus et un camion au Maroc. Parmi les victimes, on dénombre de jeunes athlètes. Ils revenaient avec leur entraîneur d'une compétition sportive à Bouznika, station balnéaire située entre Rabat et Casablanca. À Chendi, de nombreux habitants comptent voter Omar El-Béchir aux élections de la présidentielle la semaine prochaine car le président a apporté l'eau, l'électricité, un hôpital et même un pont à cette ville du Soudan rural choyée par le régime depuis un quart de siècle. Reportage. Les Soudanais la semaine prochaine seront appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Le général Béchir, candidat à un nouveau mandat, est connu dans le monde entier pour les conflits ayant dévasté son pays et la scission d'avec le Sud. Mais à Chendi, son image est bien plus positive. Chendi dispose, grâce au gouvernement actuel, d'un centre hospitalier basique mais propre fondé en 1994. Outre cet hôpital, la ville abrite un marché prospère et est reliée à Khartoum par une route bitumée achevée en 1995. Le Congrès national est un grand parti. Ses rangs sont organisés et a créé des institutions à partir de zéro. Dans le passé, il n'y avait pas d'eau, ni d'électricité, ni d'école. Il n'y avait rien. Le gouvernement actuel a acheminé l'eau et l'électricité et a construit des routes. Les ventes de nos produits sont prospères. D'ailleurs, hier, j'ai vendu des tomates à Atbara. Dans le passé, c'était quasi impossible. Il fallait des jours et des jours pour transporter la marchandise à Atbara à bord d'un bateau. Mais avec le gouvernement actuel, les affaires sont désormais plus faciles. Cherchant à s'assurer un soutien populaire, le parti du Congrès national du général Béchir a mené depuis la fin des années 1990 des projets de développement dans ce pays pauvre d'Afrique. Le parti au pouvoir a habilement placé ses pions dans le Soudan rural, longtemps marginalisé par les élites de Khartoum qui dirigeaient le pays avant lui. Ainsi, commerçants et paysans de Chendi restent fidèles au président sortant malgré son inculpation par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre au Darfour et les sanctions qui isolent leur pays. Toutefois, tous les Soudanais n'ont pas bénéficié des projets de développement du parti au pouvoir qui avait favorisé le nord arabe au sud à majorité animiste avant la scission en 2011. En bref et en images, le Nigeria retourne aux urnes samedi pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales des États. Un scrutin où l'opposition espère transformer l'essai 2 semaines après sa victoire historique à la présidentielle. Les élections des gouverneurs n'auront lieu que dans 29 États samedi. Mais l'ensemble des 36 États doivent se rendre aux urnes pour élire les représentants des assemblées locales. Les frontières terrestres ont été fermées dès mercredi soir et ce jusqu'à dimanche. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès se met en ordre de bataille pour les joutes électorales à venir en République centrafricaine. Son président Michel Amine a animé une conférence de presse en début de semaine. À l'occasion, tous les sujets d'actualité sont passés au peigne fin. Les images. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, Michel Amine, a animé lundi une conférence de presse à Bangui. Tous les sujets d'actualité ont été abordés au cours de cette rencontre. Michel Amine, qui n'a pas sa langue dans la poche, a particulièrement évoqué les questions de sécurité dans le pays. La question de la liberté de la presse a fait l'objet de longs débats. Michel Amine,
qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de juillet et août 2015, promet que sous sa présidence, la situation ne sera pas comme avant. L'UNDP a un autre regard pour la République centrafricaine, pour nos médias, nos journalistes. Ça va changer, ça ne sera pas les mêmes choses. Mais les journalistes ne sont pas dupes. Ils savent que les promesses des candidats à l'élection présidentielle ne durent que l'espace de la campagne. Depuis 3 jours à Durban, ont fui de leur maison un millier d'immigrants après une série d'attaques violentes, a indiqué la police sud-africaine jeudi. La situation est tendue depuis lundi, mais il n'y a aucune victime selon la police. Les immigrants africains, pour la plupart, ont été hébergés dans des postes de police et des tentes. Des habitants du grand port sud-africain s'étant jurés de les expulser. Une première vague de violence avait mis à la rue quelques 250 immigrés, pour la plupart venus de la RDC. C'était le 31 mars au sud de Durban. Nous sommes enclavés. Il n'y a pas moyen de sortir. Mais nous autres, même nous autres, il n'y a pas moyen que nous sortons en dehors de l'enclos. Nous sommes enclavés ici. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'extérieur. Nous sommes ici, nous ne savons pas là où nous sommes. En tout cas, nous sommes perdus. Ces événements sont survenus quelques jours après que le roi des Zoulous, Goodwill Zwelithini, la plus haute autorité traditionnelle du KwaZulu-Natal, eut appelé les étrangers à faire leurs bagages et quitter l'Afrique du Sud. Edouard, le fils du président Jacob Zuma, lui a donné tout son soutien quelques jours plus tard. Il y avait un groupe de Zoulous, des Sud-Africains. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit que le roi avait déclaré que les étrangers devraient rentrer chez eux. Ils ont commencé à nous frapper, à piller nos magasins et prendre nos affaires. Nous ne pouvions rien faire, nous avons dû appeler la police. Quand la police est venue, ils n'ont rien pu faire. From the police station, there's no way they transport us and bring us in this ground. There's no future here. Il n'y a plus d'avenir ici parce qu'à l'heure où nous parlons, ils sont toujours dans nos magasins et il n'y a plus de sécurité. Le roi a dit, vous n'êtes pas censé être ici, il faut partir. Soulignons qu'une explosion de violence avait fait 62 morts en 2008. La situation s'est nettement calmée depuis, mais des incidents sporadiques n'ont jamais cessé dans les townships, visant surtout les Bangladais, les Somaliens et les Éthiopiens, dont les magasins sont régulièrement pillés. Plusieurs centaines de boutiques tenues par des immigrés ont notamment été mises à sac en janvier à Soweto, le grand township de Johannesburg, des troubles qui ont fait une demi-douzaine de morts. Les agresseurs sont souvent des concurrents locaux qui les accusent de casser les prix ou des chômeurs leur reprochant de voler le travail des Sud-Africains. Le Premier ministre français Manuel Valls a assuré jeudi que les relations avec Rabat avaient repris leur cours normal. C'est après une crise diplomatique inédite de près d'1 an qui avait mis en veilleuse la coopération entre les deux États. Manuel Valls a exprimé à l'occasion la joie d'une France fière d'être l'ami du Maroc. Le chef de gouvernement français Manuel Valls et marocain Abdel Ila Benkiran à nouveau côte à côte comme un symbole du nouveau départ dans les relations entre la France et le Maroc. Cette visite du Premier ministre français s'inscrit dans la volonté commune d'aller de l'avant dans tous les domaines de la coopération, notamment dans le secteur économique. Il y a quelques semaines déjà, le responsable du gouvernement français était à Rabat. La visite de ce jeudi donne la preuve que la page de la crise diplomatique entre Paris et Rabat est définitivement tournée. Manuel Valls a été reçu en audience par le souverain marocain. Un entretien d'1 heure durant lequel les points de vue sur les questions d'intérêt commun ont été harmonisés. Les souhaits d'un renforcement de partenariat dans plusieurs domaines ont dominé les entretiens. Les liens entre les deux pays sont étroits. Plus d'1,3 million Marocains vivent en France et quelques 60 000 à 80 000 Français au Maroc. Paris est le premier partenaire commercial de Rabat. Proches alliés, la France et le Maroc sortent d'une crise diplomatique inédite déclenchée il y a près d'1 an par le dépôt de plainte à Paris pour torture contre le chef du contre-espionnage marocain Abdelatif Amouchi. Une autre information en bref dans cette édition, la grève à Radio France a été reconduite jusqu'à lundi. C'était au cours d'une assemblée générale du personnel organisée ce vendredi matin. Cette assemblée intervient au 23e jour du conflit. La poursuite du mouvement a été votée à une très forte majorité. Une rencontre entre les syndicats et le médiateur ainsi qu'une nouvelle assemblée devait se tenir en fin de matinée.
Un autre élément dans cette édition, ouverture ce vendredi au Panama du 7e sommet des Amériques. Dans un discours au Forum pour l'éducation, John Kerry a indiqué avoir de grandes attentes sur la coopération entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. C'était en prélude à cette grande rencontre. Le sommet des Amériques est une rencontre formelle des chefs d'État des 35 pays d'Amérique du Nord, Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il est organisé par plusieurs structures intergouvernementales, dont principalement l'Organisation des États américains. Cette rencontre d'importance est censée sceller le rapprochement historique entre Washington et Cuba. C'est dans ce cadre que le président américain Barack Obama est arrivé jeudi soir au Panama. Les chefs des diplomaties américaines et cubaines John Kerry et Bruno Rodriguez ont eu jeudi soir des discussions historiques très constructives qui, à en croire un diplomate américain, ont permis de faire des progrès dans le cadre du rapprochement entre les deux pays. Les attentes de John Kerry sont grandes. J'espère que nous dépasserons les stéréotypes et nous ne serons pas victimes du cynisme, mais plutôt profiter de cette période incroyable d'innovation, d'activité entrepreneuriale, d'opportunités individuelles. Et j'ai foi dans la capacité des Amériques pour diriger le monde. Mais ça demandera à nous tous de se regarder les uns les autres et parler avec bon sens et se rassembler pour faire de notre vision commune une réalité pour cet hémisphère. Et en faisant cela, il y a des millions d'emplois qui seront créés. C'est la première fois que les principaux diplomates des deux pays se sont réunis depuis 1958, un an avant l'arrivée au pouvoir des guerrilleros révolutionnaires de Fidel Castro. Ce sommet des Amériques, qui réunit pendant 2 jours une trentaine de chefs d'État, enregistre pour la première fois la rencontre de Cuba, longtemps écartée des grandes messes continentales par les États-Unis et l'Organisation des États américains. En Birmanie, le président birman a tenu mercredi des négociations préélectorales avec les acteurs clés de la scène politique. Ces discussions étaient très attendues après une première rencontre tenue en octobre dernier. Les détails. Nouveau round de négociations préélectorales en Birmanie. Le président a rencontré ce mercredi les différents acteurs clés de la scène politique du pays. La rencontre portait sur un projet d'accord de paix. Le projet en question a été élaboré la semaine dernière avec des groupes armés ethniques du pays en proie à la guerre civile. Les pourparlers reprendront vendredi. Parmi les sujets qui seront à l'ordre du jour, des amendements de la Constitution ainsi que la signature d'un cessez-le-feu à l'échelle nationale. Le président birman a insisté pour que les négociations se tiennent en présence des représentants des partis ethniques en conflit armé depuis des décennies avec le pouvoir central. Page sport de cette édition, la Copa América se dispute dès juin prochain au Chili. Pour la promotion de l'événement, l'ex-star du football brésilien Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, était l'invité surprise dans un bidonville de Santiago. Il s'est refusé à donner un pronostic pour cette 44e édition, mais prédit un tournoi dominé par les stars tels que Messi, Neymar ou Alexis Sánchez. Suivons un extrait de ses propos. No hablamos del mundial. Ne parlons pas du mondial. C'est une chose que personne n'avait imaginée. Je plaisante, mais nous n'aurions jamais pu imaginer une surprise comme celle du mondial. Parce que le Brésil jouait à domicile, il était le favori des 4 finalistes et cela ne s'est pas passé comme prévu. Tenía como el favorito para los 4 finalistas y no pasó. Hoy Aujourd'hui, le football est très homogène. On ne peut pas dire l'Argentine va très bien, donc elle va gagner, le Chili va très bien, donc il va gagner, ou l'Uruguay ne va pas bien, donc il va perdre. Aujourd'hui, c'est difficile parce que les équipes se connaissent, elles ont la télévision, les entraîneurs sont informés, donc c'est très homogène et il est très difficile de dire qui va arriver en finale. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.